Donc bonjour à toutes, et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis très heureuse de vous accueillir pour cette, webconférence à destination, des chefs d'entreprise et directeurs financiers sur la gestion d'un contrôle fiscal en entreprise. Donc avant de démarrer, cette webconférence, juste quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un très grand nombre d'articles sur l'actualité, juridique, mais c'est surtout un abonnement, qui vous donne accès à une base, documentaire juridique rédigée, pardon, dans un langage, clair. Cet abonnement vous donne également accès à de nombreux modèles, de courriers ou de contrats, ainsi qu'à notre équipe de juristes basée à La Rochelle qui répondent à toutes vos questions par téléphone. D'ailleurs, à la fin de notre webconférence, nous vous donnerons la possibilité de poser votre première question gratuitement à l'équipe de nos juristes. Donc, Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Fawaz. Donc, je vous donne ses coordonnées à l'écran. Donc Maître Fawaz, nous avons le plaisir de l'accueillir de nouveau. Elle avait précédemment déjà animé une webconférence pendant le premier confinement de la crise Covid, où elle nous avait parlé des aides de l'État pour les entreprises. Et nous sommes ravis donc d'accueillir Maître Fawaz de nouveau aujourd'hui. Bonjour à vous, Maître, et Bonjour. merci d'être parmi nous. Bonjour Myriam, merci de cette invitation par Jury Travail. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre en fait de cette webconférence que je trouve très intéressante puisqu'elle va porter sur le contrôle fiscal et sur la gestion du contrôle fiscal par le chef d'entreprise. Je vais tenter dans le cadre de cette webconférence et de ma présentation de vous donner quelques outils, quelques clés pour effectivement gérer au mieux lorsque tombe ce qu'on appelle entre guillemets une tuile, hein, puisque le chef d'entreprise n'est jamais content lorsque arrive le vérificateur fiscal dans son entreprise. Et effectivement, je vais essayer de vous dresser tout d'abord un état des lieux. C'est vrai que j'ai eu pas mal de clients qui m'ont demandé alors comment pendant le Covid-19 a été géré le contrôle fiscal. Est-ce qu'on est susceptible pendant le Covid-19, dans cette période de crise qui a été mouvementée, d'avoir une vérification fiscale alors que derrière, j'ai des salariés qui sont en chômage partiel, j'ai des aides d'État qui arrivent mais qui ne sont pas suffisantes. Donc j'ai eu effectivement pas mal de problématiques à gérer par rapport à cela dans le cadre de la clientèle du cabinet. Et ça a été effectivement un des points pour lesquels je me suis dit que dans le cadre de la présentation, vous serez intéressé par connaître tout d'abord les chiffres. Euh, Voilà. alors, très bien, Oui. Maître. Je vous redonne la parole d'ici quelques minutes, juste pour terminer cette courte introduction. Donc, pour ceux qui ont l'habitude d'assister à nos webconférences, le format d'aujourd'hui sera un petit peu différent puisque Maître Fawaz va faire une présentation pendant à peu près une demi-heure et nous lui poserons à la fin de cette présentation donc quelques questions que vous nous avez fait parvenir. Nous avons prévu 45 minutes et nous essaierons de nous y tenir. Et comme d'habitude, donc quelques jours après cette webconférence, vous recevrez par email la vidéo ainsi que le support qui va vous être présenté. Si vous souhaitez poser des questions au cours de la webconférence, je vous invite à les poser via l'onglet questions dans la partie située à droite de la vidéo. Et je remercie vivement ma collègue Marine qui s'est déjà présentée à vous par chat d'être présente. Elle répondra à vos questions en vous orientant vers des dossiers ou des articles de notre site. Et si vous avez besoin de conseils juridiques, je vous invite vivement à contacter Maître Fawaz, dont vous voyez les coordonnées sur la présentation. Je ne me fais pas plus long que cela et je vous cède la parole, Maître Fawaz. Je vous remercie, Myriam.
Alors effectivement, je pense qu'on peut commencer cette présentation sur l'état des lieux du contrôle fiscal en France. Il faut savoir que l'intensification des contrôles fiscaux ces dernières années a été remontée jusqu'à Bercy et que on s'est rendu compte que maîtriser les procédures fiscales devenait indispensable pour le chef d'entreprise et le DAF, le directeur administratif et financier de l'entreprise, et tout cela effectivement pour gérer les situations précontentieuses et limiter les risques de rehaussement. Alors, le rehaussement dans le jargon fiscal, c'est le contrôle, hein, c'est le redressement qui arrive et qui intervient postérieurement. Donc, il fallait effectivement limiter les risques de rehaussement, de redressement. Le traitement aujourd'hui également informatique des données des contribuables a permis à l'administration fiscale et aux contrôleurs du fisc de détecter de manière beaucoup plus ciblée les incohérences et les fraudes potentielles, notamment dans le cadre de la vérification des situations personnelles des contribuables. Et c'est souvent les incohérences que l'on retrouve dans différents types de déclarations qui vont déclencher le contrôle fiscal auprès du contribuable, que le contribuable soit une personne physique, chef d'entreprise, dirigeant, ou une personne morale. Il faut savoir, si l'on veut donner quelques chiffres, que le contexte sanitaire qui a prévalu ces 2 dernières années a effectivement entraîné une chute des contrôles de l'ordre de 17% par rapport à 2019, ce qui est quand même significatif en France, avec un total de 365 200 contrôles menés en 2020, ce qui représente une baisse significative par rapport à 2019. Et plus encore, dans le cadre des recettes fiscales qui a été engrangée par l'État, on a vu une diminution de l'ordre de 30% des recettes fiscales issues des contrôles, puisque en 2000, les chiffres de Bercy sont les suivants. On a atteint 8,2 milliards d'euros au niveau des contrôles qui ont été menés par l'administration fiscale, soit une chute significative de plus de 30% par rapport au contrôle fiscal mené en 2019. Aujourd'hui, on sait que l'administration fiscale et Bercy ont engrangé en termes de contrôles fiscaux en France en 2020 7,79 milliards d'euros. Ce sont des chiffres qui ont été communiqués lors de l'adoption de la loi de finances sur le budget auprès de l'Assemblée nationale. Et il faut savoir que entre la période qui a couru entre mars 2020 et juin 2020, c'est-à-dire le premier confinement, eh bien, les opérations de contrôle et les procédures de recours avaient été suspendues parce que l'Assemblée nationale avait voté une loi de suspension des recours puisque les prescriptions ne couraient pas. Donc l'administration fiscale a suivi le mouvement et pendant cette période-là, vous n'avez pas, sauf cas exceptionnel, vous n'avez pas effectivement reçu de contrôle. Ils ont repris les contrôles très progressivement à partir de juillet 2020 et jusqu'à septembre 2020. Et en 2020, un total de 365 200 contrôles ont été menés. C'est ce que je vous disais précédemment. Alors, que peut-on dire sur les encaissements? Comme je vous l'ai expliqué, les encaissements se sont portés à 7,79 milliards d'euros, ce qui est un niveau qui était très proche de celui de l'année 2018. Donc, l'administration fiscale n'a pas perdu, vous imaginez bien, au change, puisque en 2018, elle avait encaissé 7,73 milliards d'euros à la suite des contrôles fiscaux. Donc, le taux de recouvrement des sommes après contrôle, c'est-à-dire on fait le contrôle fiscal et on recouvre les sommes qui sont dues au titre du redressement, s'est même amélioré avec un taux brut de recouvrement qui est passé de 51% en 2019 à 59% en 2020, ce qui est une avancée très importante. Et peut-être que ça s'explique aussi parce que derrière, il y avait le fonds de trésorerie de l'État et notamment pas mal d'entreprises qui ont souscrit des PGE et qui leur a permis effectivement d'apurer leurs charges sociales et fiscales grâce aux PGE qu'ils avaient contractés auprès de l'État. Quant au niveau contentieux, moi en tant que professionnelle, je peux vous dire que la période du Covid n'a pas forcément impacté sur le contentieux administratif, hein, notamment du tribunal administratif qui est la juridiction compétente en matière de contentieux fiscal.
Il faut savoir que pour la plupart des impôts, le tribunal judiciaire conservant uniquement une part de contentieux, notamment tout ce qui est lié à la fraude fiscale. À ce moment-là, vous n'êtes pas jugé devant le tribunal administratif, vous êtes jugé devant le tribunal judiciaire. Donc, il y a eu un maintien de l'activité juridictionnelle. Il faut savoir que 1484 dossiers d'escroquerie ou de fraude fiscale ont conduit à une saisine de l'autorité judiciaire en 2019, ce sont les chiffres de Bercy, et le niveau a été à peu près le même que celui de 2019. Donc la fraude fiscale, ce qui peut être une bonne nouvelle quand même, dans un pays où c'est l'un des objectifs gouvernementaux, n'a pas effectivement explosé et les autorités ont été très vigilantes par rapport à ce type de contentieux. Voilà ce que je pouvais vous dire et comment je pouvais en fait vous dresser un état des lieux de la situation du contrôle fiscal en France dans cette période de crise qui a été assez mouvementée pour les entreprises. On peut considérer qu'il y a eu un premier semestre 2020 où les autorités fiscales ont été relativement clémentes à l'égard des entreprises, avec une reprise progressive vis-à-vis du contribuable, parce qu'effectivement, il fallait, notamment au regard des aides qui ont été données par l'État, permettre que le budget 2020 et le budget 2021 soient bouclés et permettre effectivement un rehaussement de l'activité des différentes activités. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la crise? Quelles ont été les grandes leçons que Bercy et l'administration fiscale a tirées de la crise? Eh bien, le contrôle fiscal s'est un peu plus adapté et recentré. Il y a eu beaucoup de phases de dialogue. Les services de contrôle, je pense, de par ce qui a été insufflé également par le ministère des Finances et de l'Économie, ont eu effectivement une attitude plus bienveillante vis-à-vis des entreprises. Ils ont repris les contrôles en privilégiant surtout la fraude fiscale, les dossiers frauduleux et les dossiers qui étaient encadrés par des délais légaux et puisque les délais courants, on ne pouvait plus effectivement suspendre ce type de contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également des aides qui ont été versées par l'État et du fonds de solidarité qui a été mis en place par l'État? Eh bien, il y a eu quand même un contrôle des autorités administratives là-dessus, puisque les chiffres sont assez édifiants sur ce point-là, puisqu'entre avril 2020 et avril 2021, 43 500 contrôles a posteriori ont été effectués, ce qui a permis de récupérer 64 millions d'euros de versements indus à des entreprises. Et cela a permis également d'éviter de payer, de procéder à des aides immédiates pour environ 1,8 million de demandes. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire effectivement sur le traitement des aides par rapport au fonds de solidarité. Alors, vous allez me dire comment aujourd'hui, en 2021, l'administration fiscale met en place ces techniques de ciblage et de profilage en termes de contrôle fiscal. Alors, il faut savoir qu'il y a pas mal de programmes expérimentaux en termes de contrôles fiscaux qui sont mis en œuvre actuellement, soit de manière expérimentale, soit qui ont été étendus aux contribuables à travers les lois de programmation budgétaire et la loi de finances. La priorité pour le contrôle a été donnée, et ça c'est un point important que vous devriez retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'administration fiscale cible les contribuables qui sont contrôlés à travers une analyse des données de masse. Le nombre de dossiers identifiés par ce biais-là a augmenté de 50%. Donc, on est dans une véritable croissance de cet outil. Ils analysent effectivement par une méthode de programmation fiscale qui a été mise en œuvre des modèles statistiques, des requêtes qui correspondent aux risques fiscaux et qui permettent de détecter les fraudes qui sont graves, les incohérences dans vos déclarations à travers des techniques de profilage et des simples erreurs. Donc, c'est souvent ces trois critères qui vont déclencher le contrôle fiscal auprès du contribuable. Et on s'est rendu compte que désormais, cette méthode de programmation est utilisée par les inspecteurs et les vérificateurs fiscaux pour près d'un tiers des contrôles, contre 22% en 2019. Donc, vous vous rendez bien compte que l'outil statistique a effectivement énormément augmenté
par rapport à celui de 2019-2018. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'un tiers des contrôles est déclenché par ce type d'analyse de vos données. Voilà ce que je pouvais dire sur les différentes manières dont le contrôle fiscal s'est adapté en France depuis ces 2 dernières années. Alors, il y a également un nouvel élément qui est important et que je dois vous mettre en exergue, c'est qu'aujourd'hui, il y a une hausse des contrôles, certes, mais il y a également une plus grande acceptation du contribuable de régler spontanément le redressement auquel il a été confronté. On s'est rendu compte que les régularisations en cours de contrôle ont représenté près de 40% des contrôles à distance et 17% des contrôles dans l'entreprise. Cela représente 2,1 milliards d'euros. Donc, par rapport aux 7 milliards qui sont encaissés environ chaque année, cela représente quand même maintenant une part importante des sommes qui sont collectées. Et le nombre de transactions a augmenté de 41%. L'administration fiscale ayant conclu 555 transactions dans des dossiers, dans des dossiers notamment en 2020. C'est très intéressant ce point-là parce qu'effectivement, souvent les clients me demandent mais est-ce qu'on peut transiger? On se rend compte que l'administration fiscale a une attitude ouverte, bienveillante, une attitude que je dirais plutôt pragmatique sur les choses. Et effectivement, elle est très ouverte aux transactions fiscales. Donc, il ne faut pas hésiter, à chaque fois que vous avez un redressement, un rehaussement, à contacter son vérificateur et à voir si une transaction peut être mise en place. On le fait de toute façon avec l'assistance soit d'un expert comptable, soit d'un avocat, et on négocie cette transaction avec souvent des échéanciers qui peuvent être accordés par l'administration fiscale là-dessus, parce que l'attitude qu'elle a est surtout une attitude qui est pragmatique. Voilà ce que je pouvais dire sur un plan général sur la notion de contrôle fiscal, sur les chiffres qui sont communiqués par l'administration fiscale de Bercy et également l'attitude de l'administration fiscale par rapport aux entreprises qui est une attitude et une approche opérationnelle et pragmatique. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet juridique, à savoir que, effectivement, vous allez me poser une question qui est toute simple. Maître, en quoi consiste un contrôle fiscal? Donc, effectivement, d'abord, revenons aux bases. Quel type de contrôle fiscal vous pourriez être amené, effectivement, à faire face dans le cadre de votre entreprise? Eh bien, le premier contrôle fiscal auquel vous pouvez avoir affaire, c'est le contrôle sur pièces. Effectivement, l'administration va contrôler dans ses bureaux à elle, donc elle ne se déplace pas, les déclarations que vous avez faites en tant que contribuable, ainsi que les différents documents qui ont été remis par le contribuable lui-même ou par des tiers, employeurs, URSSAF, CAF. Le contrôle fiscal, qu'est-ce qu'il permet? Qu'est-ce qu'il autorise l'administration fiscale? Eh bien, le contrôle fiscal va en réalité permettre à l'administration de vérifier l'exactitude des informations qui lui sont transmises lorsque vous remplissez votre déclaration d'impôt. Personne n'est effectivement à l'abri d'une erreur ou d'une incohérence. Donc, il vérifie l'exactitude des déclarations et un contrôle fiscal peut déboucher peut-être sur une rectification, mais l'administration n'est pas là, entre guillemets, pour vous saquer. Elle est là, effectivement, pour vérifier la conformité de vos déclarations aux revenus et à votre patrimoine. On est donc dans le cadre, en fait, d'un contrôle qui est réalisé à l'égard d'un contribuable de bonne foi. L'administration fiscale part sur la présomption que vous êtes de bonne foi et à partir de là, son contrôle sur pièce se fait sur la base des documents que vous lui avez communiqués. L'autre type de contrôle fiscal que vous pouvez avoir dans le cadre de votre parcours de chef d'entreprise, c'est le contrôle sur place. Qu'est-ce que le contrôle sur place? Le contrôle sur place, effectivement, c'est 2 types d'examens, l'examen contradictoire de votre situation personnelle et la vérification de la comptabilité. Et celle-ci se réalise dans les locaux de l'entreprise, en présence du chef d'entreprise ou bien de ses collaborateurs. Voilà les 2 types de contrôles fiscaux en général auxquels vous allez pouvoir être confronté dans le cadre de votre parcours de chef d'entreprise, de directeur administratif et financier ou effectivement de gestion de la comptabilité de l'entreprise. Alors, quid
des droits de l'administration fiscale pendant le contrôle. La question qu'on me pose souvent, c'est, voilà, j'ai un contrôle fiscal, quels sont les droits de l'administration fiscale? On ne me parle pas de droit, mais on me parle plutôt de pouvoir. Bien, effectivement, moi, je vais reprendre les termes juridiques. On parle des droits de l'administration fiscale durant le contrôle, parce que le terme pouvoir voudrait dire que, par exemple, l'administration s'arroge un pouvoir, elle ne s'arroge pas un pouvoir. L'administration a des droits, mais elle n'a pas effectivement à aller au-delà des droits que la Constitution et la loi lui a accordés. Lors du déclenchement du contrôle fiscal, l'administration va disposer de plusieurs types de droits. Elle a le droit de se faire communiquer d'abord les documents qu'elle demande aux contribuables. Un certain nombre de documents comptables qu'on va détailler dans la suite de mon exposé. Et effectivement, ces documents, vous devez les lui communiquer parce que la loi l'autorise à le faire. Elle a également le droit d'enquêter, mais pas enquêter comme le feront des officiers de police judiciaire. Elle a le droit d'enquêter dans un cadre qui est bordé. Et ce droit d'enquêter ne vous empêche pas, vous, d'avoir des prérogatives par rapport à soi. L'enquête se passe de quelle manière? L'enquête se passe, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le cas, par exemple, d'un contrôle sur pièce, elle peut vous demander un certain nombre de documents qui ne sont pas des documents comptables, comme les statuts de la société pour vérifier l'actionnariat. Vous pouvez lui présenter votre activité. Et par exemple, là, je vous ai donné un exemple sur le support, qui est en matière, par exemple, de TVA. Le fisc va pouvoir enquêter sur des manquements, par exemple, aux règles de facturation des professionnels qui sont soumis à TVA, sur des manquements liés, par exemple, à des prix de transfert. Donc, à tout un certain nombre de manquements qui vont nécessiter qu'il ait des documents complémentaires. Et c'est dans ce cadre-là que s'exerce son droit d'enquêter. Ensuite, son droit de rectification peut intervenir. C'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est fait communiquer les documents, qu'il a enquêté, il y a ce qu'on appelle un droit de rectification. Ce droit de rectification, eh bien, s'exerce de plusieurs façons. Il peut rectifier les déclarations qui sont faites par le contribuable et ces rectifications peuvent entraîner ce qu'on appelle des rehaussements, ce que je vous ai expliqué en début d'intervention. Et à ce moment-là, il va mettre en recouvrement le paiement de l'impôt supplémentaire qui est dû. Donc voilà, j'ai essayé effectivement de résumer les 3 types de prérogatives que l'administration fiscale a à votre égard dans le cadre du contrôle fiscal. Mais il faut bien savoir que ce nombre de prérogatives est encadré, limité par rapport à vous-même, à vos propres droits qui vous sont accordés tant par la loi, la Constitution, que par la jurisprudence fiscale qui est étayée et nombreuse à ce sujet. Alors, pour déclencher effectivement un contrôle fiscal auprès de l'entreprise, l'administration fiscale va vous l'annoncer. Elle va vous l'annoncer d'une façon plus formalisée. Elle vous envoie ce qu'on appelle un avis de vérification par lettre commandée AR. Et il y a un délai, c'est-à-dire que vous devez le recevoir au minimum 2 jours avant le contrôle pour vous permettre de vous préparer. Cet avis doit obligatoirement mentionner les années contrôlées et la possibilité que vous avez de vous faire assister par un conseil, donc par un cabinet comptable, par un conseil fiscal, sur le contrôle. C'est essentiel parce que si ces mentions qui sont obligatoires ne sont pas prévues dans l'avis de vérification, vous pourrez par la suite demander l'annulation du contrôle fiscal dans le cadre d'une procédure précontentieuse ou contentieuse. Et précontentieuse, c'est-à-dire devant la commission de recours amiable qui chapeaute les contrôles fiscaux, ou si vous n'obtenez pas gain de cause, qui serait étonnant, devant le tribunal administratif ou judiciaire qui est chargé de gérer ce litige et de trancher le litige que vous avez avec l'administration fiscale. Ce contrôle, appelé vérification de comptabilité, va permettre à l'administration fiscale de vérifier les déclarations d'impôts du professionnel en les comparant avec la comptabilité qu'il lui a communiquée, donc les bilans, tous les grands livres, les comptes fournisseurs, les comptes clients. À l'issue du contrôle, l'administration fiscale va disposer d'un délai de 3 ans pour rectifier vos déclarations et éventuellement vous redresser.
en général, vous recevez très rapidement la proposition de redressement ou de notification. Il faut qu'il y ait eu un changement, une réorganisation administrative pour que le dossier soit un peu perdu et que vous ne recevez pas les éléments aussi vite que vous devriez les recevoir. À partir du moment où vous recevez l'avis de vérification, quelle doit être votre réaction? Eh bien, tout d'abord, vous devez rassembler toutes les pièces nécessaires. Ça passe souvent par une réunion avec son comptable, son expert comptable, son CAC, où vous rapportez effectivement non seulement tous les éléments comptables, mais n'oubliez pas également les documents de société. Si vous êtes une société avec actionnariat, une SAS ou une SASU, effectivement, quand vous êtes une société par action, n'oubliez pas les registres de titres, les statuts, tous ces documents de société, il faut quand même qu'ils soient mis à disposition dans le cadre du contrôle fiscal, parce que vous pouvez avoir une demande de l'inspecteur par rapport à cela, notamment si vous bénéficiez d'un certain nombre de crédits d'impôt, un certain nombre d'exemptions fiscales, vous devez peut-être avoir rempli certaines conditions et donc l'inspecteur va demander ces documents pour vérifier que vous remplissez bien toutes les conditions qui sont prévues par la loi pour bénéficier de telle ou telle exemption. Donc, vous devez rassembler les pièces, donc aussi bien auprès de votre comptable, expert comptable, que par exemple votre avocat s'il s'occupe de la vie de votre société. Ensuite, vous devez également connaître toutes les garanties légales, parce que comme c'est un pendant nécessaire, c'est-à-dire l'administration fiscale a des prérogatives et vous également, vous avez des garanties légales qui vont vous permettre de vous défendre dans de bonnes conditions. Vous pouvez être assisté du conseil de votre choix et c'est recommandé quand même dans le cadre d'un contrôle fiscal d'être… nous, les avocats, on intervient généralement en pré-contentieux. Moi, en général, j'interviens au moment de la proposition de rectification. En amont, souvent, ce sont les cabinets d'experts comptables qui suivent le contrôle fiscal puisqu'ils sont à l'origine de l'édition des documents comptables et nous reprenons entre guillemets le dossier au moment de la proposition de rectification où on commence en fait à intervenir et à établir un argumentaire juridique, contentieux et fiscal en se basant notamment sur de la jurisprudence fiscale pour pouvoir apporter une réponse appropriée à l'administration. Donc, le premier conseil, effectivement, c'est de se faire assister du conseil de son choix. Sachez qu'on vous remet toujours la charte du contribuable vérifié qui est mise à jour chaque année et dans lequel il n'est pas… je vous invite effectivement à la lire lorsque vous avez un contrôle fiscal parce que vous avez énormément d'informations qui vous sont données par rapport à vos propres droits, au délai que vous avez pour contester, ce qui vous permet effectivement d'être le plus alerte possible sur les différents recours que vous avez si le contrôle fiscal venait à mal se passer. Ensuite, vous avez également une information essentielle sur la durée des vérifications sur place. C'est vrai qu'il est quand même pas… il est un peu compliqué lorsqu'on a un contrôle fiscal sur 3 à 6 mois parce que souvent il peut s'étaler sur une durée assez importante. L'administration n'est pas autorisée à prolonger la durée de vérification sur place au-delà de 3 mois pour les petites entreprises. Donc, quand je dis petites entreprises, c'est les TPE, TPI. Par contre, pour des entreprises d'une taille plus importante, des PME, PMI et des entreprises de plus de 50 salariés, là, la durée de vérification sur place peut se prolonger. En général, sur les grands groupes, c'est pas extraordinaire qu'un vérificateur puisse travailler entre 3 et 6 mois sur uniquement de la TVA, uniquement sur les prix de transfert. Et donc, il vient avec une fréquence hebdomadaire de une fois par semaine ou 2 fois par semaine et il travaille par rapport à ça sur le contrôle. Donc, effectivement, vous avez donc l'enquête et la vérification qui a lieu sur place. Ça, c'est quand on n'est pas dans le cadre d'un contrôle sur pièce. Et le vérificateur va remettre à sa hiérarchie, qui est en général le directeur du centre, un rapport sur les constatations qu'il a opérées lors de son contrôle. Ce rapport n'est pas forcément communiqué au contribuable et il peut en obtenir une copie uniquement s'il le demande devant l'administration fiscale. Donc ce rapport, l'administration n'aime pas le donner régulièrement. Et il faut savoir effectivement qu'elle peut, à partir du moment où le rapport est donné, il va y avoir une procédure
de rectification qui va être mise en œuvre. Et s'ils ont constaté des dissimulations, des erreurs dans les déclarations du contribuable, on a deux types de procédures qui s'ouvrent, à savoir la procédure de rectification contradictoire où on va vous présenter certaines choses et vous allez pouvoir y répondre. Et vous avez la taxation d'office, l'imposition d'office, souvent lorsque le contribuable est de mauvaise foi ou lorsque le contrôle fiscal est manquant avec des pièces et des procédures, des documents qui ont manquant. Par exemple, moi j'ai déjà vu dans certains contrôles fiscaux des entreprises qui n'avaient pas déclaré parce que c'était des petites entreprises, que le chef d'entreprise était débordé. Et souvent, l'administration fiscale vient. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas déclaré les revenus de la société, à ce moment-là, effectivement, on passe plutôt par une taxation d'office, une imposition d'office. Ensuite, les conséquences, on va se reporter sur les conséquences du contrôle fiscal. À partir du moment où vous avez, alors je ne vous souhaite pas, mais si l'inspecteur procède à des rehaussements, il vous envoie une proposition de rectification qui est conforme à l'article L57 du livre de procédure fiscale, et vous avez un délai de 30 jours pour vous opposer ou non à ce rehaussement. Si vous ne vous opposez pas au rehaussement, on va vous envoyer un avis de recouvrement et vous devrez vous acquitter de l'impôt supplémentaire. Et si vous vous opposez, vous devez formuler vos observations dans un délai de 30 jours. Donc, le délai légal, c'est 30 jours. Mais sachez que si votre expert comptable est débordé et qu'il ne peut pas forcément répondre en 30 jours à cette proposition de rectification, vous pouvez faire un courrier à l'inspecteur chargé de votre dossier et réclamer un délai supplémentaire. En général, l'administration fiscale n'a aucun souci à vous l'accorder. À réception des observations, bien, les parties vont négocier ensemble et pour essayer de trouver un accord. Et comme je vous l'ai indiqué en début d'intervention, il y a des transactions qui sont signées, c'est assez régulier. L'expert comptable, en fait, mène la négociation ou l'avocat mène la négociation. Et à ce moment-là, on peut aboutir à une transaction fiscale qui va être formalisée dans le cadre d'un document. Et vous pouvez également demander un échéancier au directeur de l'administration fiscale, au directeur du centre. C'est un courrier type qu'on demande pour avoir un échéancier sur les redressements. Si ce n'est pas le cas, ben vous suivez, et nous on intervient souvent en matière de contentieux fiscal, c'est ce que j'expliquais en début d'intervention, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai une spécialité qui est de travailler sur le contentieux fiscal parce que aujourd'hui en France c'est très compliqué l'optimisation fiscale. En tant qu'ayant une spécialité en droit des affaires et en droit fiscal, je suis centrée sur le contentieux fiscal et parce que je plaide également énormément. Et à ce moment-là, s'ouvre une procédure qu'on appelle une procédure contentieuse avec une première partie qui est du pré-contentieux amiable, c'est-à-dire qu'on saisit la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Et si on n'obtient pas gain de cause devant cette commission, eh bien, on est renvoyé soit devant le tribunal administratif, soit devant le tribunal judiciaire, et on saisit par voie de requête ou par voie d'assignation ces juridictions, selon l'impôt qui est en discussion dans le cadre du contrôle fiscal. Je voulais également faire un point sur les prescriptions. C'est très important pour le chef d'entreprise de savoir jusqu'où l'administration fiscale peut remonter en termes de contrôle. Il faut savoir qu'elle n'a la possibilité de remonter que sur les 3 dernières années. Donc, souvent, on me dit oui, mais elle est remontée beaucoup en amont, et notamment, par exemple, 10 ans avant. Alors ça, c'est quand vous avez des déclarations qui sont incomplètes ou manquantes ou que vous ne les avez pas adressées. Dans ce cas-là, le délai de prescription est allongé et elle peut remonter sur les 10 dernières années. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a eu un gain fiscal, puisque si vous n'avez pas déclaré, ça fait pendant un certain nombre d'années et que vous avez passé le système, eh bien, on se rend compte effectivement qu'on considère que vous avez un gain fiscal, donc le législateur a autorisé l'administration fiscale à aller au-delà. Pour la TVA également, c'est la même chose, hein, que ce soit l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, on est sur les 3 années précédant le contrôle. Pour la TVA, il en est de même, c'est sur les 3 années qui précèdent celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Donc, c'est 3 ans plus 1 an en cours, donc ça fait un peu 4 ans. Pour les impôts directs locaux,
C'est la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle, l'année avant, celle au titre de laquelle l'impôt est exigible. Et pour l'impôt sur la fortune immobilière, c'est le 31 décembre de la 3e année suivant celle au cours de laquelle l'impôt est dû. Donc voilà ce que je pouvais dire en, en termes général sur le contrôle fiscal, sachant que pour conclure, le contrôle fiscal est une procédure que l'administration a voulu de plus en plus flexible, que le contrôle fiscal est effectivement un contrôle qui se déroule de plus en plus de manière automatisée par voie de pièces, que le schéma qu'on connaissait du vérificateur qui venait dans l'entreprise et qui, entre guillemets, passait plusieurs jours, plusieurs semaines à enquêter, existe de moins en moins. L'administration fiscale s'est dotée d'outils technologiques très performants. Moi, j'ai d'ailleurs fait une thèse sur les outils électroniques de l'administration fiscale dans les années 2000. Donc, en amont, l'administration fiscale a réfléchi la manière dont elle met en œuvre les outils de systématisation et d'analyse des données comptables. Et maintenant, dans les grandes entreprises, on passe par un traitement informatisé des données comptables, si bien qu'aujourd'hui, on est sur des techniques de ciblage et de profilage qui sont des techniques très informatisées. Et le contrôle sur place existe encore et il existera pendant encore un certain nombre d'années, mais l'administration fiscale se modernise et met en œuvre des outils électroniques qui sont de plus en plus systématiques. Donc, il faut faire très attention aux incohérences, aux erreurs, parce que c'est souvent cela qui déclenche le contrôle fiscal auprès de l'administration. Et ensuite, effectivement, elle enquête de manière beaucoup plus approfondie. Bon, ben, voilà ce que je voulais dire, Myriam, de manière générale sur le contrôle fiscal. Je pense effectivement qu'on a également un certain nombre de questions qui avaient été posées par les participants à la conférence et les chefs d'entreprise. Donc, j'ai effectivement reçu les différentes questions que vous avez mis en œuvre et je suis à votre écoute si vous souhaitez que j'y réponde de manière précise là-dessus. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre présentation, Maître Fawaz. Alors, je préviens nos internautes, il est 14h39. On va déborder un tout petit peu, je pense, de 5 petites minutes, j'imagine. Alors, je vous pose sans attendre la première question qui nous a été envoyée. Dois-je réserver un endroit dans mes locaux à disposition du contrôleur ? Oui, alors c'est vrai que cette question m'a un peu étonnée parce que, à mon sens, de toute manière, lorsqu'on reçoit une administration, quelle qu'elle soit, un inspecteur fiscal, l'URSSAF, notamment vous avez des contrôles de l'URSSAF, vous pouvez avoir des contrôles de la CPAM, il faut toujours les traiter avec beaucoup de courtoisie. Les administrations sont là et elles sont dans un souci de dialogue, de bienveillance. Et il faut effectivement, à mon sens, réserver à l'inspecteur un endroit qui soit isolé, calme, où il pourra se déplacer en personne dans les locaux sur une période déterminée, afin de consulter les documents de l'entreprise. Il est même recommandé, si vous souhaitez, de lui faire une rapide visite des locaux pour lui montrer un peu l'activité de l'entreprise et les différentes contraintes d'exploitation que vous pouvez avoir parce qu'il faut effectivement que vous sensibilisiez. Il faut savoir que l'administration fiscale est très à l'écoute des contraintes d'exploitation des entreprises, du secteur économique, puisque ce sont des instructions qui sont données par Bercy, par le ministère de l'économie et des finances. Donc, n'hésitez pas, si vous avez certaines contraintes d'exploitation, à les expliquer à l'inspecteur qui a des instructions d'écoute, de dialogue par rapport aux entreprises sur ce point-là. Donc, il faut lui réserver un endroit calme et isolé, même si vos locaux sont exigus. Une autre solution également auquel on ne pense pas forcément, si vous avez un expert comptable qui a des locaux et qui accepte effectivement d'accueillir l'inspecteur, c'est aussi une solution. Souvent, par exemple, pour des entreprises où il y a des locaux qui sont quand même exigus parce que ça peut être une activité de transport, une activité où il n'y a pas forcément de bureau.
eh bien, à ce moment-là, vous pouvez délocaliser le contrôle fiscal et demander à l'inspecteur et au vérificateur de se rendre dans les locaux de son expert comptable. C'est aussi une possibilité qui existe là-dessus, mais bien sûr, il faut avoir l'accord de votre expert comptable là-dessus. Voilà. Très bien, merci beaucoup, maître. Okay. Alors, une autre question qui nous a été envoyée porte sur les délais. Quel délai ai-je pour remettre les documents manquants et réclamés dans le cadre du contrôle fiscal? Oui, tout à fait. J'ai trouvé que cette question était très intéressante. Alors, il faut distinguer les deux types de contrôles en général qui existent là-dessus. Il faut savoir que dans le cadre d'un contrôle sur pièce, l'administration fiscale va envoyer une demande à l'entreprise contrôlée par lettre recommandée et le chef d'entreprise a en général un délai de réponse de 15 jours, enfin pas en général, légalement, a un délai de réponse de 15 jours à compter de la réception de l'avis pour envoyer les documents demandés dans le premier courrier. Si certains documents demeurent manquants, il faut rapidement les adresser. Sinon, l'administration fiscale peut déclencher un contrôle sur site ou infliger une sanction pour défaut de communication. Donc, dans le cadre en fait de votre lettre où vous envoyez les documents sur le contrôle sur pièce, vous expliquez effectivement que vous avez quelques documents qui manquent, le registre de titres, ce genre de choses, et que vous allez les envoyer sous week-end à l'administration fiscale. En général, ça ne pose aucun souci. Si le délai est raisonnable et qu'il est annoncé, eh bien, elle attendra ce délai-là et elle ne vous sanctionnera pas pour défaut de communication. Si vous faites une vérification sur site à travers la vérification de comptabilité, lors de sa visite sur le site, l'inspecteur va donc demander à voir la comptabilité. Il va vous faire une liste des documents qu'il souhaite consulter et à ce moment-là, il faut les lui préparer. Donc, il va vous annoncer, par exemple, qu'il revient 8 jours après, 15 jours après, et il va vous demander, pendant son temps de présence, un certain nombre de documents que vous pourrez lui communiquer au fur et à mesure. Et donc, dans ce cadre-là, ce sera plus une phase de dialogue. Il vous demandera l'organigramme, les statuts de la société, les documents comptables, ou bien des écrits qui ont trait au stock de l'entreprise pour pouvoir calculer les marges. Donc, à ce moment-là, c'est au fur et à mesure que votre expert comptable ou votre service de comptabilité en interne va lui préparer ces documents. Très bien, merci beaucoup, maître. Et je sais plus, enfin, vous parliez également de contrôle URSSAF tout à l'heure. Et là, je Oui. m'adresse à aux chefs d'entreprise qui nous écoutent et c'est une élue qui vous parle. Souvent, quand votre entreprise fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF, le CSE fait également l'objet d'un contrôle de l'URSSAF juste derrière. Donc, s'il vous plaît, prévenez les élus de vos instances qu'ils aient le temps également de se préparer par rapport à cet éventuel contrôle qui pourrait survenir. Alors, une autre question maintenant, mais vous l'avez déjà évoqué dans votre présentation tout à l'heure. Puis-je me faire assister par mon comptable dans le cadre de mon contrôle fiscal? Oui, tout à fait. C'est ce que j'avais expliqué en début d'intervention, enfin en milieu d'intervention. L'assistance d'un conseil vous est indiquée dès le début du contrôle. Donc, c'est à mon sens une bonne démarche, puisqu'en réalité, tous les documents comptables que vous allez adresser au vérificateur, et souvent les déclarations sont faites par votre expert comptable ou par votre comptable en interne. Donc, ça me paraît une très bonne démarche de se faire assister par un comptable. Ça évite souvent des erreurs au niveau du contrôle qui devront être rectifiées quelques mois après. Donc, n'hésitez pas à vous faire assister par votre expert comptable dès le début du contrôle fiscal. Ça vous permet effectivement d'alléger énormément la procédure de rectification parce que certains chefs d'entreprise n'ont pas une formation financière ou comptable, ou bien ils ont une approche plus financière que comptable, et donc ça peut entraîner des malentendus avec l'inspecteur. Voilà. Très bien.
Alors, puisqu'on parle d'obligation, qui dit obligation dit forcément sanction à un Oui, moment ou à tout à un fait. autre. Ouais. Donc, quels sont les risques et les sanctions financières et pénales Mhm. auxquels s'expose un chef d'entreprise par rapport à ses obligations fiscales? Alors, d'abord, moi, dans mon approche de cette réponse-là, je suis partie sur deux approches. D'abord, par rapport à l'entreprise. Les sanctions pour l'entreprise, une entreprise peut être condamnée au pénal également et avoir des sanctions pénales. Mais en général, la première sanction, elle est financière, c'est-à-dire que dans le cas de la proposition de rectification qui va être émise, on va indiquer un certain nombre de redressements et de mesures qui vont entraîner des paiements de sommes qui sont dus au titre au titre du contrôle fiscal et des absences de déclaration, des erreurs ou des omissions. Donc la première sanction, elle est financière puisque la proposition de rectification et les rehaussements qui vont être décidés par l'administration fiscale vont directement grever le passif de la société. Donc la première sanction, elle est financière. Ensuite, la seconde sanction, c'est que notamment, j'ai essayé d'isoler une approche par rapport aux dirigeants, par rapport aux chefs d'entreprise, puisque c'est une intervention qui est destinée aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, aux DAF, et à tous ceux qui gèrent l'entreprise au quotidien. Donc, si le gérant n'a pas déclaré une partie de ses revenus ou de son activité, là, la sanction peut être assez lourde, puisqu'on encourt. Alors, on encourt. Et ce terme est très important, c'est-à-dire c'est le risque que vous prenez, ce qui peut ne pas être le cas après dans la réalité. Il encourt une majoration de l'impôt de 80%. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'absence de déclaration. Donc, à mon sens, c'est vraiment si vous devez consacrer du temps à quelque chose, il faut vraiment consacrer du temps à cette étape de la déclaration parce que le risque financier est trop important. Ensuite, si la déclaration est volontairement incomplète, c'est-à-dire qu'on est face à une mauvaise foi du dirigeant qui est apprécié par l'administration fiscale en fonction des manœuvres qui ont été faites, à travers un certain nombre d'indices qu'on peut combattre en contentieux devant les tribunaux, on considère qu'une majoration peut être appliquée sur les reliquats d'impôts qui sont dus et de taxes à hauteur de 40% pour un manquement délibéré, de 50% en cas d'opposition au contrôle et de 80% si l'administration met à jour des méthodes qui ont eu pour objet de la tromper. Donc là, on est dans le cadre très élaboré de société écran, de reversement, ou bien de déguisement de prix de transfert. Donc, dans des méthodes qui sont beaucoup plus élaborées. Et enfin, dans le cas d'une fraude fiscale avérée, des sanctions pénales peuvent être décrétées, c'est-à-dire aujourd'hui les sanctions pénales qui existent dans le code sont de 500 000, ça peut aller jusqu'à 500 000 euros d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Alors il ne faut pas oublier que la fraude fiscale aujourd'hui en France est sanctionnée pénalement et qu'on a souvent des peines avec sursis, mais elles existent, c'est-à-dire qu'il y a des peines qui peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et même d'emprisonnement ferme. Cette peine peut monter jusqu'à 3 millions d'euros d'amende et 7 ans d'emprisonnement en cas d'utilisation de sociétés écrans étrangères. Donc les sanctions sont sévères, notamment dans le cadre de montage financier ou de montage de sociétés par écran interposé. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec TracFin, avec les différents moyens, alors il faut, avec les procédures de ce qu'on appelle les EDI, c'est-à-dire les échanges de données informatisés entre États, l'administration fiscale essaye de dresser un portrait du contribuable fraudeur et on arrive effectivement ils réussissent à avoir pas mal d'informations, notamment par rapport à des pays qui sont considérés comme étant dans la liste noire de la Commission européenne, dans le sens où ce sont des pays qui sont considérés entre guillemets comme étant des paradis fiscaux. Voilà, donc voilà ce que je pouvais dire sur la fraude fiscale et également ces sanctions sont dues lorsque la fraude fiscale est commise en bande organisée, c'est-à-dire qu'on a un ensemble d'intervenants qui mettent en place des opérations frauduleuses. Les poursuites peuvent être engagées jusqu'à 6 ans après les faits, ce qui est une prescription relativement classique dans ce type de délit. Très bien. Voilà ce que je pouvais Alors, dire.
Merci beaucoup. Alors, il nous reste encore 3 petites questions à aborder. Donc, l'une de nos internautes vit déjà un contrôle fiscal, puisque D'accord. sa question, enfin la question qu'elle nous a envoyée est la suivante. Bonjour, le contrôle fiscal a débuté le 19 novembre 2021. Le contrôleur ne m'a pas présenté sa carte professionnelle. Est-ce qu'il est en défaut? Alors, c'est vrai que cette question m'a un peu interpellée. Le contrôleur n'a pas à vous présenter une carte professionnelle. Dans l'avis de passage que vous allez recevoir, vous avez un certain nombre d'informations que j'ai rappelées en début d'intervention qui vous permettent en fait de déterminer notamment les années que vous allez vérifier, la période du contrôle, mais aussi l'identité du vérificateur fiscal qui doit y apposer sa signature. Donc, donc la personne va se présenter, va donner son nom, va expliquer. Et effectivement, si vous avez le moindre doute sur son identité, vous avez également le nom du service qu'il chapeaute et le nom du directeur ou de la hiérarchie qu'il chapeaute. Donc, vous pouvez passer un coup de fil pour vérifier l'identité du vérificateur fiscal. Mais autant vous dire que, à mon avis, c'est un procédé qui peut le vexer. Voilà, vous pouvez le faire effectivement, mais c'est la même chose qu'un inspecteur du travail qui viendrait vous voir et que vous ferez poireauter 10 ou 15 minutes devant la porte en attendant de vérifier son identité. Vous imaginez bien qu'il ne va pas être dans les meilleures dispositions au moment du contrôle. Donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles je pense qu'il faut agir avec courtoisie, avec doigté. Si vous avez effectivement comment dire, un souci où vous dites, mais effectivement, ça peut ne pas être l'inspecteur. Vous devez vérifier parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'arnaques et énormément de choses qui peuvent être mises en place. Mais quelqu'un, effectivement, le droit fiscal est un droit très technique et donc on voit très bien, très vite, si la personne est effectivement bien un vérificateur fiscal ou non, parce qu'on passe très vite sur un discours qui est technique et vous verrez très très vite que la personne a le niveau de compétence suffisant pour mener à bien ou non ce contrôle. Donc, moi, mon conseil, c'est si vous souhaitez vérifier l'identité de cette personne, faites-le avec doigté et de manière courtoise. Oui, effectivement, il vaut mieux éviter de froisser les susceptibilités de ce genre de personnes. Exactement. Donc, comment mettre en place des pistes d'audit fiables? Alors, sur les pistes d'audit fiables, c'est effectivement une question qui était très technique. Je ne pense pas que notre auditoire ait forcément compris ce dont on voulait parler avec les pistes d'audit fiables. Donc, les pistes d'audit fiables, ce n'est pas des méthodes de management d'audit. C'est en réalité un terme juridique qui a été mis en œuvre par une directive européenne qui date effectivement de 2010, euh, notamment dans le cadre de la gestion de la facturation de l'entreprise. Aujourd'hui, au niveau des factures, et j'ai fait un article sur la facturation électronique, notamment en collaboration avec le MINEFI, il y a pas mal de dispositions légales qui existent, notamment en matière de factures électroniques. Alors, qu'en est-il des factures simples, des factures dites PDF, des factures papier? Là-dessus, comment l'administration fiscale peut vérifier la traçabilité, l'exactitude de la facture? Elle a mis en place en fait une réglementation qui est une réglementation issue de l'Union européenne, hein, c'est une réglementation européenne, qui permet en fait, à travers des pistes d'audit fiables, c'est-à-dire un traçage informatique sécurisé de la facturation, de déterminer que cette facture est exacte et peut être considérée comme exacte, certifiée sincère et valable. Et cette piste d'audit fiable, il faut, à mon avis, la gérer non pas en interne, mais passer par un prestataire externe spécialisé qui va vous fournir un logiciel avec une traçabilité. Et donc, toutes les factures de l'entreprise seront éditées à travers ce logiciel. Ainsi, lorsqu'interviendra le contrôle fiscal, on sera certain que les factures et leur date, la traçabilité, la date de la facture est certifiée sincère et valable grâce à ce processus informatique logiciel. Vous pouvez le mener en interne
mais c'est un projet à monter en interne qui nécessite une coordination de différents services, le service comptable, le service financier, le service commercial. Et c'est pour ça qu'en général, un prestataire externe pourra plus piloter ce type de projet. Donc moi, à cette question, je répondrai qu'il vaut mieux passer par un prestataire externe. Alors, quelle est la sanction si vous n'avez pas effectivement des factures qui sont tracées et qui sont tracées selon les pistes d'audit fiables? Eh bien, les sanctions peuvent être quand même financièrement assez importantes puisque pour les factures de vos fournisseurs, les factures que vous recevez, on peut rejeter la déduction de la TVA que vous faites. Pour les factures que vous émettez, on peut effectivement vous grever, remettre en cause l'exactitude de la facture, mais plus encore, vous imposez une pénalité de 50% du montant de la facture, ramenée à 5% sur justification comptable, avec 15 € pour chaque omission ou inexactitude constatée. Donc moi, je vous le dis, j'ai vu un contrôle, effectivement, où on s'est retrouvé avec un certain nombre de factures dont la traçabilité ne pouvait pas être détectée à travers les pistes d'audit fiables. Et à ce moment-là, l'addition a coûté cher, puisque 15 € sur chaque facture, plus une pénalité ramenée à 5%, ça a fait effectivement un montant important en termes de rehaussement, qu'on a contesté devant le tribunal administratif, avec tous les aléas juridictionnels qui a trait à ce genre de process. Il est beaucoup plus intéressant de préparer cet outil de facturation et de préparer un outil électronique de facturation qui permet de certifier la date et de certifier l'exactitude de la facture qui est transmise à l'administration fiscale. Voilà ce que je pouvais dire sur ce point-là. Merci beaucoup, maître. On arrive au terme de cette webconférence. Je vous remercie de votre patience parce qu'on a presque un quart d'heure de retard. Donc, j'espère que ce format vous aura plu et que vous aurez obtenu réponse à vos questions. N'hésitez pas à contacter Maître Fawaz pour tout conseil juridique. Vous avez ses coordonnées à l'écran à l'instant. Et comme annoncé au début de la webconférence, nous vous donnons la possibilité de poser votre première question gratuitement à nos juristes. Marine est en train de vous transmettre le lien dans la fenêtre de chat. Je vous donne également rendez-vous pour notre prochaine webconférence qui aura lieu le mardi 7 décembre à 14 h. Donc, cette webconférence s'adressera plus particulièrement aux chefs d'entreprise, aux RH, aux CSE et délégués syndicaux, puisque Maître Pommier évoquera avec nous la gestion des congés payés et des RTT des salariés. Donc, merci encore à tous d'avoir assisté à cette webconférence. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis sur cette webconférence via le lien que Marine vous transmet par chat également. Vos avis sont précieux puisqu'ils nous permettent sans cesse de nous améliorer dans ces rendez-vous que nous affectionnons particulièrement avec vous. Merci encore, Maître Fawaz, d'avoir Merci à vous. accepté d'animer cette webconférence avec moi. Merci beaucoup, Myriam. Merci, Jury Travail. J'ai été ravie d'intervenir dans cette conférence et j'espère que cela aura apporté énormément d'informations à tous les participants. Merci encore pour votre présentation, Myriam, et c'était un plaisir d'intervenir à vos côtés. Plaisir Merci. bien partagé, maître, sachez-le. Donc, merci encore d'avoir assisté à cette webconférence et au plaisir de vous revoir donc en décembre, le 7 décembre, donc sur la gestion des congés payés et des RTT. Je vous dis au revoir et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.